peux, avec des rénovations, augmenter la valeur. C'est vrai qu'un taux de conversion comme ça, c'est quoi? C'est peut-être 1%. Il faut que tu te formes, il faut que tu apprennes de quelqu'un. Ce côté-là sécure, c'est le moment de trouver le deal. Si tu passes pas à l'action, oublie les résultats. Non, ça va jamais arriver. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode Albi Podcast, aujourd'hui en compagnie de Jeffrey Pierre. Comment ça va, Jeffrey? Ça va super bien, puis toi? Super, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir, bro. Donc Jeffrey, si vous ne le connaissez pas encore, même s'il est quand même très présent sur les réseaux sociaux, et donc c'est un entrepreneur immobilier spécialisé dans les flips de promesses d'achat et dans les flips, je pense, en général maintenant. Exact. Donc c'est ça, je vais donner la parole à Jeffrey pour qu'il commence à se présenter, peut-être un peu son parcours, ce qui t'a emmené aussi à rentrer dans le monde de l'immobilier et ensuite, logiquement, dans les flips de ton côté. Ok. Bonjour à tous, mon nom c'est Jeffrey Pierre, j'ai 28 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais plus que je suis un entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. J'utilise l'immobilier comme levier financier. Je me spécialise dans les flips de promesses d'achat. Donc, on trouve des projets, des deals pour des investisseurs immobiliers. On leur vend nos offres d'achat. Puis, des fois, ça tombe que je tombe sur des très bons deals. Puis, je les achète moi aussi pour faire les projets. Ça fait environ, je dirais, depuis 2020, j'ai débuté. Tout a commencé avec un livre que j'ai lu en 2016. Puis l'immobilier m'intéressait, ce domaine-là m'intéressait, mais j'étais comme, les chiffres me font peur. Je regardais les prix des propriétés, 300, 400, 250, puis je regardais mon bank account, puis je n'avais pas d'argent. Puis j'étais comme, comment un gars comme moi qui vient de la pauvreté, qui vient d'un quartier défavorisé, qui habite dans un HLM, comment je vais faire pour un jour rentrer dans ce domaine-là? Puis j'étais tombé justement sur des vidéos de wholesaling aux États-Unis. J'avais trouvé un gars que lui faisait ça, et je pense qu'il y avait un livre. Puis j'ai acheté son livre, puis j'ai commencé à lire, puis j'étais intéressé par tout ce domaine-là. J'avais pas besoin de crédit, j'avais pas besoin d'argent pour débuter. Il fallait juste que je sois assez un hustler pour figure out comment trouver des projets. J'ai commencé à parler dans mon entourage, poser des questions à des courtiers immobiliers, des gens qui sont dans le domaine de l'immobilier, puis tout le monde me disait, ben non, bro, c'est illégal, ça se fait pas au Québec, c'est impossible. Puis j'ai eu peur pendant 4 ans parce que de 2016, j'ai commencé en 2020, on me disait, Jeff, c'est illégal, Jeff, ça marchera jamais, Jeff, c'est impossible, Jeff, ça marche pas, ça. Puis j'étais comme, wow, ok. Comme, vu qu'ils connaissent beaucoup plus que moi, je vais écouter les gens qui sont des experts en immobilier. Ils savent le domaine, ils connaissent, puis je vais fermer ma bouche, disons ça comme ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, année après année, ça passait. Puis en 2020, j'ai dit, tu sais quoi, bro, comme, oui, je m'y connais pas, oui, j'ai aucune expérience. Il y en a qui disent qu'il est illégal, il y en a qui disent c'est légal. Laisse-moi aller réellement m'asseoir avec des experts en droit, des experts dans le domaine immobilier, puis qui sont des investisseurs, puis essayer de voir est-ce que ça se fait ça au Québec. Puis j'avais trouvé dans le temps un avocat qui faisait affaire avec Imo Facile, qui est une communauté qui enseigne sur l'investissement immobilier. Puis je me suis assis avec son avocat là et il m'a coûté $1000. Puis il m'a tout montré sur comment réussir un flip de promesse d'achat de façon légale. Puis depuis cette journée-là, je suis devenu fou là. Donc ça t'a pris de 2016 à 2020 exact. Pour figure out. Exact, pour me lancer. Pour me dire, tu sais quoi, on va essayer quand même. On va oser. Tu faisais quoi entre ces années-là? Entre-temps, moi, je faisais un MLM, un Network Marketing. Je vendais du café. Après, j'ai travaillé chez Audi Prestige en tant que vendeur auto. J'ai travaillé chez Mercedes Silverstore en tant que directeur adjoint de fleet. Je travaillais pour un monsieur. Puis toute cette expérience-là m'a permis de côtoyer des gens qui réussissent quand même à des hauts niveaux. La clientèle de Mercedes ou Audi, c'est des gens qui sont riches, c'est des gens qui sont aisés dans la vie. Puis moi, ça m'avait toujours intéressé, ce domaine-là. Durant ces années-là, en 2016, 2020, j'ai juste travaillé, vraiment. Donc il y avait toujours cette idée au fond de ta tête qui te disait, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, le flip. Ouais. Tu as eu, ça arrive souvent aussi, des retours négatifs dans tes projets, tu sais. Et les gens ne savent pas nécessairement, même comme tu as dit, des gens qui sont dans l'immobilier, des courtiers, etc.
Est-ce que tu peux expliquer un peu à l'auditoire qu'est-ce qu'un flip De promesses de d'achat. promesse d'achat? Dans le fond, c'est très simple. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est, premièrement, il faut trouver un projet, trouver une propriété qui a besoin d'amour. Moi, je target vraiment des propriétés très spécifiques, des propriétés que je sais que je peux, avec des rénovations, augmenter la valeur. Donc, je donne un exemple. Une propriété que je peux acheter à 200 000, que je mets 100 000 $ en réno, je sais que ça peut valoir 400, 500, 600 000, dépendamment du secteur. So, moi, c'est ce que je recherche. Donc, entre moi et le vendeur directement, je fais une offre d'achat. Donc, je te dis que moi, légalement, je vais acheter cette propriété-là, moi ou mes partenaires. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes de mettre dans la promesse d'achat. Donc, c'est soit que c'est moi qui vais acheter la propriété ou mes cessionnaires. Ensuite, quand j'ai ce contrat-là, de façon légale, j'ai un pouvoir. Ce contrat-là, cette promesse d'achat-là a une valeur. Puis cette valeur-là, ben, je peux vendre ce contrat-là, je peux vendre cette offre-là, moyennant une contrepartie. Donc, je l'ai à 200 000. Si tu me donnes 220 000, donc 20 000 $ de frais de cession, ben, moi, je te donne tous mes droits que j'ai sur cette promesse d'achat-là à l'investisseur qui, lui, va acheter la maison, que lui va mettre la mise de fonds ou le 200 000 comptant, plus il va me payer moi-même. Ok. Dans ce cas de figure, la première question qui me vient, c'est quoi le laps de temps entre le moment où toi, tu te fais accepter ta promesse d'achat et Ouais. le moment où tu la vends? Ouais. Et aussi, c'est quoi la légalité par rapport à ça? Est-ce que tu n'as pas, entre guillemets, peur de te retrouver avec cette promesse d'achat entre les mains? Ouais, très bonne question, très bonne question. Beaucoup de personnes me demandent cette question-là, puis je leur dis, moi, je ne vais jamais signer une offre d'achat si je sais que je ne vais pas la vendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je ne signe pas de promesse d'achat tant que je ne sais pas que j'ai des investisseurs. Puis je montre à n'importe qui, mes étudiants, de trouve tes investisseurs avant de trouver ton deal. Je te donne un exemple en disant que ce iPhone-là, je te dis, Adam, à chaque fois que tu m'amènes un iPhone 14, je te l'achète à 1 000 $. Toi, ton travail, c'est de savoir comment je peux acheter ce même iPhone-là à 500 $, à 600 $, à 700 $, peu importe. Puis que je sais que Jeffrey, à chaque fois que je lui amène un iPhone, mais il va me donner 1 000 $. So, moi, de façon intelligente, disons ça comme ça, que je sais que j'ai un investisseur que lui, il achète des trucs spécifiques. Un bungalow avec 3 chambres à l'étage, une chambre au sous-sol, qui sait qu'il peut acheter, qui peut rénover la cuisine, rénover la toilette, changer les planchers. Je donne un exemple, faire de la peinture, les luminaires, peu importe. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a un projet comme ça, lui, il me donne pour ces types de propriétés-là, dans un secteur en particulier, aussi basé sur les comparables, basé sur plusieurs choses, je sais qu'il me donne 300 000. Je donne un exemple. Mais moi, mon travail en tant que prospecteur, en tant que négociateur, c'est d'essayer de voir, OK, comment je peux remplir une offre d'achat avec le vendeur pour 250, pour 225, pour 275. Peu importe, parce que je sais que dès que j'ai cette offre d'achat-là, j'ai juste à appeler le même investisseur qui m'a dit, Jeff, je te le prends. Ben, il me le prend tout de suite. Le délai, quand tu remplis une promesse d'achat et que tu la vends, ça peut être quelque chose de quand même assez très rapide. Pour que ça soit très rapide, donc si je comprends bien, tu as toujours l'investisseur avant de trouver un deal. Exactement. Donc, toi, de ton côté, tu t'assures, avant de trouver un deal, avant de t'assurer de signer une promesse d'achat, d'avoir quelqu'un qui va l'acheter, qui est intéressé. Ok, donc en fait, c'est sans risque. Ouais, disons ça comme ça. Ça comme ça. Puis pour moi, quelque chose qui est très important, c'est d'avoir une relation avec ton investisseur. De pas juste avoir des investisseurs pour avoir un investisseur. N'aie pas peur de prendre un café avec lui, l'appeler, « Hey, comment ça va la vie? » Juste avoir une vraie relation, pas juste que ça soit une relation business. Que ça soit une relation que, « Hey bro, moi je veux développer quelque chose avec toi. Je veux développer quelque chose à long terme avec toi. Je veux pas juste être un investisseur. » Puis quand, juste un gars qui t'amène des deals. Puis quand tu es dans ce scénario-là, les flips de promesse d'achat est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple dans le domaine, disons ça comme ça. Parce que définitivement, si tu n'as pas ça, tu fais juste remplir une promesse d'achat pour remplir une promesse d'achat puis que les chiffres font pas de sens. Puis là, tu essaies de le vendre à quelqu'un puis tu n'arrives pas à le vendre. Là, c'est sûr, si le vendeur est mal intentionné ou si le vendeur voudrait, eh ben, il pourrait te poursuivre. C'est ça. Moi, ça m'a jamais arrivé, mais j'ai entendu des histoires. Moi, j'ai failli acheter un deal de quelqu'un qui s'est arrivé.
Mais parce que les délais, c'était trop court, parce que les chiffres faisaient pas de sens, ben, pour moi, ça valait pas la peine d'acheter. Là. Ok. C'était une question que j'allais te poser plus tard, mais maintenant qu'on est dans le domaine des investisseurs, donc des acheteurs, Ouais, ça serait donc de ton côté, de ta prospection, ouais, comment tu trouves ces investisseurs-là? Est-ce qu'il y a une méthodologie ouais, que tu suis? 100%. Il y a plusieurs façons. Une des façons que moi j'aime trouver des investisseurs, c'est que je regarde sur Centrise, c'est quoi les flips qui sont à vendre actuellement. Puis je donne un exemple, on va dire à Laval, on peut voir que le courtier a mis dans son listing que la majorité du temps, c'est écrit propriété entièrement rénovée. Quand tu vois ça, puis tu vois que dans les photos du listing, ben, il n'y a pas de personne qui habite là. C'est soit c'est stagé de façon virtuelle, soit que c'est soit stagé puis que juste au rez-de-chaussée puis dans le sous-sol c'est vide. La majorité des maisons qui sont à vendre actuellement, tu vas savoir que il y a quelqu'un qui habite là. Il y a des sofas, il y a des chambres, la chambre est pleine, il y a des bureaux et tout le tralala. Mais quand tu vois qu'un listing, il n'y a pas de meubles dans une maison, que la propriété est magnifique, mais il n'y a aucun meuble dans la propriété, moi, ça réveille quelque chose, puis ça me dit que, présentement, ça se peut qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté, qui la flippe. So, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais regarder c'est qui le propriétaire de la maison. Je m'en vais sur JLR ou je m'en vais sur le registre foncier, puis je regarde c'est qui le propriétaire de la propriété. Puis la majorité du temps, c'est un Québec Inc. Oui. Ou c'est une compagnie qui fait des rénovations, whatever. Puis quand je regarde ça, ben, j'appelle le numéro que... je regarde c'est qui le propriétaire, j'essaie de rentrer en contact, soit à travers Facebook, soit à travers... Il y a son numéro de téléphone en ligne. So, je regarde c'est qui le propriétaire, puis je les appelle. Je leur dis « Hey, mon nom c'est Jeffrey, j'ai souvent des deals immobiliers, j'ai vu que vous avez fait un flip à Laval, peu importe. Est-ce que vous êtes à la recherche de d'autres projets? » Puis la majorité du temps, c'était quelqu'un qui est un bon investisseur, qui a réussi son coup une fois, deux fois, et ben il va dire « Ben oui, je suis toujours à la recherche. » C'est comme ça que je trouve mes investisseurs. Ok. Est-ce que aussi, comme tu es très présent aussi sur les réseaux sociaux, est-ce que maintenant Définitivement ça aide. t'apporte? Définitivement ça aide. Les gens ils voient qu'est-ce que je fais. Les gens ils me disent Jeff, je recherche ça, je recherche ci, je recherche dans tel secteur, à Longueuil, à Laval, à Montréal, peu importe. Puis définitivement ça a beaucoup aidé. Là. En parlant de secteur, tu es pas nécessairement positionné. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier où tu affectionnes trouver des deals ou c'est pas un critère, on va dire? C'est définitivement comme quelqu'un qui commence devrait choisir un secteur, mais pour moi, vu que ça fait longtemps, ça fait 3 ans et demi, 4 ans presque, je fais ça, je suis jamais resté stick à une place. Moi, j'ai des deals, j'en ai fait à Longueuil, à Terrebonne, à Mascouche, dans l'ouest, dans l'est, à Montréal, à Laval. Donc moi, des deals, il y en a partout. So, je me limite pas à une place pour trouver des projets. C'est vraiment ce que tu trouves en fait. Exact. Si tu digues, tu creuses, Exact. si ça fonctionne, tu vas aller avec. Exactement. Puis qu'est-ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'il y a des gens qui font ça dans le secteur? Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté des choses, qui les ont rénovées, qui les ont vendues plus cher? Automatiquement, je sais que ça se fait. Pour moi, c'est un bon secteur pour investir. Ok. Est-ce que tu fais aussi du door knocking ou pas nécessairement? Pas beaucoup. Je te dis la vérité, la majorité de mes deals me sont venus beaucoup plus de marketing que de door knocking. C'est vu que j'essaie de scale, c'est quelque chose qui se fait bien, mais c'est pas scalable. Je trouve que j'ai beaucoup plus d'intérêt d'investir mon argent dans du marketing que d'investir mon temps à aller porte à porte. Puis moi, l'hiver, je déteste ça. Tu vas jamais me voir dehors aller cogner des portes en hiver. Là. C'est impossible. Ouais. Donc on a parlé du côté investisseur. Donc Ouais. au début, c'est comme ça que tu commences dans la promesse de flip Ouais. de flip de promesse d'achat, pardon. Yeah. Donc en premier lieu, tu trouves d'abord un investisseur ou on va dire même plusieurs investisseurs. Ouais, exact. parce Une bonne liste. Ouais. C'est ça, il te faut au moins une Ouais, bonne ouais. petite liste. Ouais. Une fois que tu as ce côté-là sécure, c'est le moment de trouver le deal. on va dire. Exactement. Parce que Exactement. c'est le nerf de la guerre. 100%. Donc à ce moment-là, comment tu arrives à trouver ces deals-là sur le marché? Est-ce que tu as toujours la même méthode? Tu vas sur Centris, tu essaies de trouver des maisons qui sont peut-être pas encore rénovées. Ouais. Est-ce que tu es plus... Bon, dans le knocking, tu m'as dit que tu faisais pas vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes que tu Ouais, utilises? tu vois, moi, j'achète rien sur le marché. J'ai jamais fait une promesse d'achat pour la revendre sur le marché. Je sais qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Mais ici, avec les courtiers au Québec, ils connaissent tellement pas ça que je dois faire un travail d'éducation.
Puis ce job-là, elle m'intéresse pas. Puis c'est pour ça que je me focus beaucoup sur tout ce qui est hors marché. Donc moi, je préfère dealer directement avec le vendeur que dealer avec des courtiers immobiliers. Les meilleures transactions sont lorsque... puis il y a un groupe de personnes que eux sont pas intéressés de payer des commissions. Oui. Ça, il y en a plein. Puis un avantage de faire affaire directement avec moi, c'est que moi, j'ai pas besoin de préapprobation de la banque, parce que la majorité de mes investisseurs, ils achètent comptant. On peut transiger très rapidement. Aussi, tu n'as pas de commission de courtier à payer. Donc, déjà là, tu enlèves 20 000, 30 000, dépendamment de la propriété. Donc, moi, c'est des avantages que les gens, ils aiment. Les vendeurs, ils aiment. Puis aussi, les propriétés que j'achète, les courtiers ne veulent pas ces listings-là. C'est des maisons qui ont besoin beaucoup d'amour. C'est des maisons qui ont besoin de connaissances dans la construction. Puis la majorité des courtiers, ils travaillent avec le monsieur, madame, tout le monde qui achète une propriété pour la première fois, puis qui veut être bien, puis qui ne veut pas avoir à se casser la tête avec les rénovations. Donc ça, je recherche vraiment des propriétés très spécifiques. C'est pour ça que je préfère faire mon marketing hors marché qu'avec des courtiers immobiliers. 100% d'accord avec toi, parce que de toute façon, le marketing hors marché, c'est là où tu vas trouver des deals. Les meilleurs. Tu vas pas trouver ça sur Centris ou sur ce genre de plateforme. Exactement. Mais la question qui en découle, c'est comment tu fais ta prospection par rapport à ces deals hors marché. Parce que c'est sûr que pour trouver un potentiel vendeur, la maison n'est pas sur le marché. Exactement. Donc il faut convaincre la personne de vendre. Exact. Je t'explique que moi, une des stratégies que j'utilise beaucoup, c'est driving for dollar. On appelle ça aux États-Unis, ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que je fais? C'est je prends mon auto, je m'en vais dans mon secteur en particulier. Donc, je donne un exemple, Laval, Chaumédé. Je m'en vais dans ce secteur-là, je prends mon auto, puis je me promène dans chaque rue du quartier, puis je regarde des choses en particulier. Je regarde, est-ce que, premièrement, les fenêtres ont besoin d'être changées? Ça, c'est le premier critère. Est-ce que la toiture est à refaire? Ça, c'est le deuxième critère. Est-ce que le look total de la maison, c'est beau ou c'est laid? Est-ce que il n'y a pas de rideau dans la propriété? Donc, pour moi, ça me dit que la maison est vide. Est-ce que si je regarde juste de loin, est-ce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui habite dedans ou il n'y a personne qui habite dedans? Ça, c'est tous des critères qui me font savoir que ça rentre dans les critères de maison que je recherche. Peut-être qu'il veut vendre, peut-être qu'il ne veut pas vendre. Ça, je ne sais pas. Mais ça rentre dans les critères de propriété que je sais que maintenant, si j'envoie une lettre, si j'envoie un flyers, si j'envoie une accroche-porte, peu importe, ben, je sais qu'automatiquement, si quelqu'un m'appelle, ben, ça sera une propriété qui rentre dans mes critères. Puis c'est comme ça que moi, je trouve mes projets. Tu vois, moi, je fais du driving for dollar. Je sors les adresses ensuite. Je prends juste des photos. Puis avec iPhone, tu peux avoir l'adresse, la localisation de où est-ce que tu as pris cette photo-là. Je la mets dans un Excel sheet. Puis ben, je les traque tout au complet. J'en ai 1000, 2000, 3000, peu importe. Puis eux, je les envoie des lettres. Okay. Bonjour, je m'appelle Jeffrey, je me promenais dans ton secteur. J'ai déjà acheté une propriété dans ton coin. Je me demandais si vous avez déjà pensé de vendre votre propriété. Je serais intéressé à acheter votre propriété. J'achète comptant, blablabla. Appelez-moi si vous êtes intéressé. Puis après, c'est du marketing. Pour moi, ça, c'est des semences. Je fais juste semer. Puis je suis surpris des retours que j'ai. Alors, ton taux de conversion, c'est ça tout de suite qui me vient en tête. Très bonne question. Quelque chose que, tu vois, j'ai jamais été un gars de, chiffre comme ça, de savoir, j'envoie, je fais tant de marketing, il y a tant de retours. Peut-être ça, c'est ma lacune au niveau business, mais je donne un exemple. Si j'envoie 200 lettres, ben, je sais que moi, j'ai 3, 4, 5 appels qui retournent de là, de propriétés qui sont intéressantes. Maintenant, de là, ça, c'est ma job de, aller les closer. Je me dis, dans ça, c'est peut-être 1, 2 qui vont sortir. Là. Mais des fois, j'ai envoyé 400 lettres, puis j'ai eu 0 retour. Tu comprends? Je ne sais pas comment targeter ça encore. Là. Ouais, mais c'est même quand tu cherches une propriété à acheter aussi, j'ai fait ça aussi. J'étais dans une compagnie aussi qui fait énormément ça, qui envoie beaucoup de lettres. Ouais. Donc, c'est vrai qu'un taux de conversion comme ça, c'est quoi? C'est peut-être 1%. Moi, je pense que c'est ça. Ça serait 1%, 2%. Mais c'est sûr que plus tu vas envoyer des lettres... Ouais. Moi, je vis sur la constance.
Je sais que si j'envoie juste 500 lettres à chaque mois, il y a quelque chose qui va sortir. Pour moi, je me base beaucoup sur ma reconnaissance. J'ai pas un channel de marketing, j'en ai plusieurs. So, moi, ma seule job, c'est de semer partout. C'est ton but à peu près 500 lettres par mois? 500 lettres par mois, j'envoie au moins 2-3 000 flyers, dépendamment des mois, peut-être 5. J'ai investi dans des Facebook ads aussi. Quoi d'autre? Des fois, je mets des stickers partout. Partout où est-ce que je sais que je peux m'exposer à des gens qui sont intéressés, j'essaie d'être là. Ok. Ouais. Et au niveau du retour des propriétaires, est-ce que tu en as qui t'appellent, qui te retournent au niveau de tes lettres? Comment ça se passe au moment où... Tu sais, parce que la personne, ok, elle va être potentiellement intéressée parce que toi, c'est ça, tu lui as envoyé une lettre. Exact. Elle se dit, ok, il est peut-être prêt à acheter ma maison content. Je suis peut-être dans un beau moment de ma vie où j'ai envie de la vendre, peut-être aller partir en retraite ou peut-être aller vivre à l'étranger. Donc peut-être que tu tombes à pic pour lui, tu vois. Mais est-ce que réellement il va te vendre sa maison? C'est très bonne question. Il peut être chaud, excuse-moi le terme. Je comprends, très bonne question. Il peut se dire ok, mais au moment où toi tu vas lui envoyer les documents à signer, il a toujours une deuxième pensée. Très bonne question. Puis c'est là que je trouve que c'est important ton skill de négociateur puis ton skill de vente. Parce qu'après, à the end, c'est de la vente. Là. Pour moi, c'est important de savoir, OK, comment je fais pour bien collecter les données que j'ai besoin de la personne. Donc, j'appelle ça le fact-finding. Pourquoi il veut vendre? C'est quoi la raison de la vente? C'est combien d'argent qu'il veut? Est-ce qu'il est prêt maintenant? Est-ce que c'est une transaction qu'il veut faire maintenant? Où est-ce qu'il s'en va? Où est-ce qu'il s'en va next? Est-ce qu'il va rester dans le même secteur ou s'en va dans un autre secteur? Est-ce qu'il va acheter quelque chose ou il va louer quelque chose? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent que je vais te donner? Parce que moi, je pose des questions pour savoir tout. Quand je sais tout, ben là, je peux venir avec une offre. Là, je peux venir avec mon offer que j'appelle. Puis je leur dis que tant que je n'ai pas tout sélectionné, quand je n'ai pas tous ces données-là sur la raison de la vente, le prix, où est-ce qu'il s'en va, pourquoi il vend, toutes ces informations-là que je recueille, tant que je n'ai pas ça, faire une offre, ça ne me sert à rien. So, moi, je veux m'assurer que j'ai toutes les informations et que le client est prêt. Que si je fais une offre, qu'il est prêt à signer. Ok. Donc tu rentres, tu t'insères pratiquement dans sa vie. Ça veut dire que tu apprends à le connaître. Exact. Et lui, il est ok avec ça? 100%. Tout est dans ton approche. Il prend tes appels. Tout est dans ton approche. Tu vas même prendre des cafés aussi avec des... Non, tu vois, comme présentement, je suis dans une transaction, puis lui, son père est décédé. Il a reçu une succession, il a reçu la propriété. Pour lui, dans son étape, où est-ce qu'il est rendu? Dis-toi, en plus, c'est un de mes étudiants qui a envoyé une lettre chez lui. C'était une lettre verte, je pense vert ou orange. Puis c'était sa couleur préférée. Puis ça a tombé qu'il a appelé il a appelé mon ami qui est étudiant, il a appelé l'ami pour dire j'ai ouvert ta lettre juste parce que c'était ma couleur préférée. Je suis rendu dans le moment que là il commence à dire bon, mon père est décédé, c'est le temps pour moi de passer à d'autres choses, j'habite là, ça fait peut-être 1 an, je veux changer de vie, blablabla. Bla. Puis aujourd'hui, on a signé la propriété, moi j'ai acheté le deal de mes investisseurs, j'ai été les aider pour closer le deal, puis on est là comme pour l'aider à passer au prochain niveau dans sa vie. Donc, on l'accompagne dans l'achat de sa nouvelle maison, on l'accompagne sur, tu vois, il y avait des problèmes d'argent. Moi, j'ai donné un dépôt de 5 000 pour qu'il puisse, il y avait un problème avec sa voiture. Il a réparé la voiture, il y avait des problèmes, je pense, au niveau son téléphone cellulaire. Donc, j'essaie d'être là de façon, d'être une aide plus, pas juste, OK, j'achète ta maison. Mais aussi, je suis là pour t'aider dans peu importe c'est quoi ta situation pour que la transition soit smooth, disons ça comme ça. So, c'est sûr que ton approche est très, très, très importante. Il ne faut pas que tu aies l'air d'un crosseur ou whatever. Il faut vraiment que tu sois aies de la compassion pour les gens parce que surtout les propriétés que j'achète, il y a un pain derrière la vente. Puis c'est très important d'avoir une compassion pour les autres puis de ne pas juste être là pour l'argent. Parce que de l'argent, ça va en faire. C'est ça que j'allais te dire, parce que la majorité des gens qui sont propriétaires, ils reçoivent des appels de personnes qui veulent acheter leur maison alors que la maison n'est pas en vente. Exact.
ils vont se mettre tout de suite sur la défense. Défense. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Donc ils vont se dire, lui, il veut faire de l'argent sur mon dos. Exact. Même si c'est pas vrai, mais il va se sentir bon. comme ça. Ouais. Je te dis ça parce que je l'ai vécu. Ouais. Tu vois, j'ai fait aussi des appels, j'ai fait des cold calls, Ouais. j'ai envoyé des lettres aussi, Ouais. etc. Ouais. Donc je vois, littéralement, faut se mettre à la place De du la propriétaire. personne. 100%. Si t'as pas ce human touch là avec la personne, c'est très difficile. Très, très, très difficile. Je me rappelle, moi, il y avait une madame, elle, une propriété qu'on avait achetée en 2021. Elle avait juste la misère de se trouver une autre job. Tu comprends? Elle avait 5 enfants. C'était juste des situations difficiles. Puis on était là en tant qu'aide. Puis on est des êtres humains. Là. Des situations, ça arrive à tout le monde. Nous, on essaie juste d'être une source de solution à leurs problèmes. C'est tout. Parfait. Donc on a passé un peu tout le volet prospection, que ce soit investisseur ou premier acheteur. Ouais. Je voulais rentrer aussi dans tout ce qui est rentabilité de deal. Ouais. Donc au moment où, comment toi, de ton côté, tu évalues un deal et tu vois le potentiel de ce deal-là? Ouais. Tu vois, donne un exemple, un projet que je fais actuellement. Lui, aussi que c'était une succession, il y avait des problèmes d'argent, même scénario. Puis lui avait même essayé de vendre sa maison sur le marché. Je pense que la maison était restée là pendant 70-80 jours. Puis il avait réussi. Il y avait des problèmes, il y avait juste des problèmes d'argent, cette personne-là. Puis on a été là à un bon moment pour sa situation. On l'a aidé, on a passé chez le notaire. Puis les chiffres faisaient du sens. Parce que c'est quand même un risque d'acheter une propriété, mettre de l'argent en réno, 100 000 $ et plus. Il faut que tu t'assures que la propriété, va se vendre. Il faut que tu t'assures que le secteur où est-ce que tu achètes ta maison, ça soit un secteur que le monsieur, madame, tout le monde veut venir habiter. Puis c'est important de faire tes due diligence avant même d'aller faire ta visite, là. Puis moi, je regarde à quoi ça ressemble les comparables entièrement rénovés. Dans ces secteurs-là, ça valait entre 550 puis 620. Entièrement rénové. So, moi, j'étais comme, OK, parfait. Comment je fais pour apporter cette maison-là à le même niveau? Puis je veux pas qu'il y ait juste un comparable. Je veux qu'il y en a plusieurs. Là. Puis que ça fait des années qu'il y a des propriétés dans ce secteur-là qui se vendent entièrement rénovées. Ça, c'est quelque chose qui est très important. So, moi, je savais que, OK, mon pinpoint, c'était 5,75, 5,80, 5,90. Entre 5,75 puis 600 000. Ça, c'était mon pinpoint. So, j'étais comme, OK, parfait. Maintenant, quand je m'en vais faire la visite, je viens avec mon contracteur. Combien on a à mettre à Renault, selon toi? Maintenant, on est aussi en moyenne, ça coûte combien rénover une propriété au complet? On était dans 100 000, 120 000. So, maintenant, moi, je savais ces informations-là. So, moi, maintenant, ma seule job, c'est de savoir, OK, combien le vendeur il est prêt à vendre la propriété. Qu'est-ce qui est important pour lui? Puis moi, je vais selon le pouls du vendeur. OK? Je vais selon qu'est-ce que lui, il veut. Je comprends que y en a que ils veulent des prix super fous pour une maison que ça vaut pas la peine. Là. Puis pour toi, ta situation actuelle, combien tu as besoin d'argent pour passer au prochain niveau? Lui, le monsieur, il avait besoin de 340 000. Moi, à 340 000, je pense qu'il avait besoin de 350 000. Okay. Mais à 350 000, j'étais pas dans les chiffres. Puis moi, j'avais fait une offre à 300 000. Le monsieur, il a dit, ça rentre pas dans ses chiffres de sa vie avec ses dettes et tout le tralala. Puis j'ai dit, parfait, est-ce que si on se rejoint à moitié chemin, à 325, est-ce que toi, ça rentre dans tes chiffres? Il m'a dit oui, c'est bon pour ça, pour payer ses dettes et être assez confortable pour sa prochaine situation. Puis moi aussi, à 325, ça rentrait dans, OK, les rénaux que je vais faire, tous les risques que je vais prendre pour aller faire 100 000. Est-ce que ça rentrait dans mes chiffres? Automatiquement, dès que j'ai vu que c'était bon pour moi, c'était bon pour lui, let's go, on a un deal. Tu comprends? Puis on passe à la prochaine étape. So, moi, j'essaie de voir, est-ce que, surtout pour un projet de flip, est-ce que au moins je vais faire 100 000 $? Un projet de rénovation complet, là, que je vais acheter la maison, la rénover au complet, sortir 100 000, ben plus que 100 000, 300, 450 000, peu importe, pour faire 100 000. Est-ce que c'est possible? Si pour moi c'est oui, ça c'est intéressant pour moi. C'était ça, ce que j'allais te demander, c'est quoi à partir de quel pourcentage, toi tu te dis que c'est un bon deal pour moi? Tu vois,
soit, on dit toujours là, entre 70 à 60% du ARV, du After Repair Value. Si tu arrives à avoir ce deal-là, un prix à ce prix-là, ça fait du sens. Tu vois, moi, j'ai eu à 50, je suis à 45% sous la valeur marchande. Entièrement rénové. Oui. Pour moi, ça faisait du sens à ce prix-là. Tu comprends? Ouais, j'essaie d'être là. Ouais. Ok. Alors, à partir de ce stade-là, donc, on est passé par qu'est-ce qu'un flip, on a parlé des investisseurs, tu nous as parlé de la rentabilité. C'est quoi, à partir de ce moment-là, une fois que tu as établi donc, le pourcentage qui était bon pour toi, tu t'es dit, voilà, c'est un bon deal pour moi, c'est quoi les stratégies pour maximiser tes profits à partir de ce moment-là? Bon, tu as parlé des rénovations. Ouais. J'imagine que c'est la stratégie clé. C'est sûr, parce que le profit dans les flips se fait à l'achat. Comprends? Tu veux faire ton profit, négocie un excellent deal avec le vendeur. C'est là que tu vas faire ton profit. Parce que les rénaux, après, tout dépendamment de quel genre de rénaux que tu vas mettre, parce que tu peux mettre des rénaux à 250 000, mais le secteur, il est prend. Ça sert à rien. Ça, c'est important de savoir, OK, c'est quoi les matériaux que tu vas acheter, où tu achètes tes matériaux, avec quel contracteur que tu fais affaire aussi. Parce que des contracteurs, il y en a plein de voleurs. C'est important de faire attention à qui tu fais affaire. C'est bien de s'associer avec ouais. Puis moi, ça m'est arrivé dans mes autres transactions que des contracteurs, ils disent qu'ils vont faire des choses, puis ils réalisent pas leur mandat, qu'ils te chargent des super prix de fou, sachant pour la qualité des matériaux qu'ils font. J'en ai eu des histoires avec des contracteurs. Ouais, j'allais te poser la question plus tard. Si tu avais une anecdote ou quelque chose sur un flip, mais si on est dedans, vas-y. Ouais, un des derniers projets que j'avais fait avec mon partenaire dans le secteur de Pincourt, le contracteur, c'était un projet qui était supposé durer 3 mois. Ça a duré 6 mois. Puis les rénovations qu'il a faites, c'était honnêtement là, comme... Si tu regardes juste de loin, c'est beau, mais quand tu te rapproches, là, je suis comme, waouh. C'est des plaintes des plaintes qui décollent, la peinture mal faite. C'était quelque chose. Ce qui est dur avec les contracteurs, c'est que toi, tu t'entends avec une deadline, ouais. Mais c'est verbal. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Donc, c'est un peu... De son côté, lui... Peut-être qu'il a un bon fond, tu sais, mais au fur et à mesure, il dépend des gens. Exact, c'est vrai. Et oui, comme tu as dit aussi, il y en a qui sont pas corrects. Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. Ils te donnent un prix au début, puis ensuite ils te le doublent. Te disent non, ça a pris plus de temps. Toi, tu comprends pas, tu as des investisseurs derrière. Tu dois respecter ton prix. Donc, c'est toutes ces choses-là à prendre en compte avant de faire un flip, j'imagine. C'est important, c'est 100% important. Puis je trouve qu'une des façons, je pense, essaie de savoir si tu es un bon contracteur. N'aie pas peur d'aller voir ses projets. Là. Moi, c'est quelque chose que j'aurais dû faire plus au début, que j'ai fait avec mon nouveau partenaire qui est un contracteur. J'ai été voir ses projets. Lui aussi, il avait fait des flips. J'ai été voir ses flips. Est-ce qu'il rentrait dans ses délais? Est-ce que la finition, elle est belle? C'est toutes des choses que je me suis posé comme question, de savoir, OK, est-ce que la personne avec qui tu vas faire affaire, est-ce qu'il est sérieux dans ce qu'il fait? Puis c'est important d'aller voir les projets, de poser des questions, man. Poser des questions. D'avoir tout le bagage nécessaire, tout le knowledge avant de se lancer. Parce que comme on l'a dit, là, tu peux avoir tellement de problèmes au niveau d'un flip. C'est peut-être, comme tu l'expliques aussi dans tes vidéos, peut-être seulement commencer par un flip de promesse d'achat. Ouais, pour moi, c'est la meilleure chose. Comme tu viens avec tous les bénéfices d'un flip, mais sans les risques. Hein. Tu vas avoir, c'est le même processus, hein, la même prospection, la même négociation avec le vendeur. C'est les mêmes key players que tu vas avoir besoin. Tu auras besoin d'un inspecteur en bâtiment pour évaluer, pour voir est-ce qu'il y a des problèmes avec la propriété. Donc, tu baignes dans l'immobilier et en même temps, tu fais de l'argent. Puis quand tu as assez d'argent, tu dis, OK, tu es rendu à 150 000, 200 000, puis tu es prêt à maintenant acheter une propriété, là, commence à te dire, OK, laisse-moi trouver le bon contracteur. Puis
entre-temps, tu vas tomber sur des contracteurs, tu vas tomber sur des relations, tu vas apprendre à connaître des gens, tu vas aller voir d'autres projets. Puis c'est ta meilleure façon de créer ce partnership-là un jour avec un contracteur. Mon contracteur d'aujourd'hui, c'est quelqu'un, je lui ai vendu des deals. Là. Bon, je lui ai vendu des projets avant de faire affaire avec lui. J'ai vu sa sérieuxité, j'ai vu comment il travaille. Donc c'est important de voir, disons ça comme ça. Et c'est erreur. Exact, et c'est erreur à the end of the day. Si tu as de la chance au début, tu vas tomber sur quelqu'un de correct. Exact, c'est vrai. Mais on va dire que c'est rare, quoi. Et aussi, il faut que ça matche avec ta personnalité. Ouais, les valeurs, c'est important. D'avoir les bonnes valeurs. Est-ce que la personne avec qui tu vas être, est-ce qu'elle a des bonnes valeurs? Tout ça, c'est des choses importantes à considérer. Si tu aurais 2-3 conseils à donner donc, dans ce domaine-là à des personnes qui veulent se lancer dans des flips, est-ce que tu aurais quelque chose de précis ou... Des flips ou des flips de promesses d'achat? Deux choses différentes. Ouais. Ok, alors on va dire plus de flips de promesses d'achat dans ce cas-là. Honnêtement, si je retourne un petit peu en arrière, avant que j'ai commencé, moi excuse-moi de te couper, mais parce que tu as dit que tu avais des étudiants. Ouais. Donc tu l'expliques aussi dans tes vidéos. Exact. Comment ça fonctionne d'ailleurs ce processus d'étudiant? Ouais. Est-ce que tu les suis? Comment c'est de ton côté par rapport à ça? Donc en même temps, tu donnes tes conseils. Ouais, donc exactement. Ça rentre aussi dans la question. Pour moi, n'importe qui se dit que l'immobilier l'intéresse et qui veut connaître ce domaine-là, il faut que tu te formes, il faut que tu apprennes de quelqu'un. Que ce soit de moi, que ce soit de n'importe qui est sérieux, que ce soit Imo Facile, que ce soit le club d'investisseurs immobiliers, que ce soit Mactar, quelqu'un qui fait des investissements, quelqu'un qui fait des réels projets, qui est dans le concret, là, qui monte des projets, qui est sérieux, ou qui ont créé des écoles, qu'il y en a certains ici au Québec, de ne pas avoir peur d'aller poser des questions à ces gens-là, de ne pas avoir peur de suivre leur programme. Je regarde comme MREX dans le multilogement, un expert dans son domaine. Je suis comme... de ne pas avoir peur de se former. Pour moi, n'importe qui veut être médecin, qui veut être avocat, qui veut être ingénieur, il faut que tu ailles te former. Tu ne peux pas rentrer dans l'inconnu puis essayer de penser que tu vas aller faire une chirurgie puis tu vas réussir. L'immobilier, c'est un domaine qui est accessible à tout le monde, mais que tu peux t'éviter de faire beaucoup d'erreurs si tu parles aux bonnes personnes. Puis tu prends une bonne personne pour te guider. Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Là. Au niveau formation, moi, j'investis énormément. Là. Moi, je crois que les erreurs des autres peuvent m'éviter à moi de faire des erreurs. Que le succès des autres, ben, je sais que si cette personne-là a pu le faire, ben, moi aussi, je peux le faire. Puis je peux apprendre de ces erreurs-là. Pour moi, ça, c'est la chose la plus importante, de ne pas avoir peur de se former, d'apprendre, d'investir en soi-même, d'investir sur un mentor. D'investir sur un mentor ou dans les livres. Il y a énormément de connaissances dans les livres. Moi, je suis un gars qui lit énormément. Puis après, ben, c'est de passer à l'action. C'est bien beau prendre toute la formation qui existe. Si tu ne passes pas à l'action, ça ne sert à rien. Moi, je dis à tout le monde, tu veux que je te montre quelque chose, tu veux que je t'enseigne, tu veux faire affaire avec moi, si tu n'es pas prêt à passer à l'action, laisse faire, garde ton argent, ça ne sert à rien. Parce que moi, je veux que les gens y réussissent. La seule façon que moi, j'ai pu figure out ça, c'est parce que je suis passé à l'action. J'ai été faire des visites, j'ai été envoyer du marketing, j'ai été cogner à des portes, j'ai été négocier, j'ai été faire de la prospection. Je me mets dans le bain du domaine immobilier. Puis ça, je le fais à chaque jour. Puis c'est mes deux conseils, te former puis passer à l'action. Si tu passes pas à l'action, oublie les résultats. Non, ça va jamais arriver. En parlant de passer à l'action, on arrive bientôt à la fin du podcast. Ouais. Merci encore une fois. Ça fait plaisir, bro. Jeffrey, d'être là, de nous enseigner, de nous partager toute ta connaissance. Je suis là et rien que j'engendre, tu vois, je prends tout sur moi. C'est vraiment super. Donc c'est ça, je voulais vraiment finir en parlant de ton projet 100 000 en 100 jours que tu développes sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc où tu en es sur ton projet. Ouais. Et je trouve qu'il y a énormément d'engagement dessus sur les réseaux. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire plus à l'avenir? Tu sais quoi?
Premièrement, je suis rendu à 60% je sais pas comment, mais d'avoir complété. On ferme les murs là, cette semaine, on ferme tous les murs. Après, c'est plâtre, peinture, puis après, bon, les finitions. C'est une maison, Ouais, c'est un bungalow. bungalow. Initialement, il y avait 3 chambres en haut, 2 chambres en bas. En haut, problème que j'ai vu que le compétiteur en face qui était en train de vendre sa maison, en plus qu'ils ont vendu à 585, leur problème à eux, c'était qu'il n'y avait pas d'espace dans la cuisine pour une salle à manger. Il y avait juste une cuisine puis un salon. Puis il y avait une petite place pour mettre une table puis des chaises. Puis eux, ils avaient un îlot aussi. Moi, je me suis dit, tu sais quoi, on va devoir faire un sacrifice d'éliminer une chambre à l'étage du haut pour qu'on puisse rendre ça à air ouverte. Puis maintenant, on a 2 chambres en haut, 2 chambres en bas. Puis on avait aussi pas de salle de lavage. On devait figure out où est-ce qu'on met Problème, ça. est-ce qu'on en met une ou sinon on met dans la toilette en bas. C'était des complications qu'on avait. Puis on s'est dit, tu sais quoi, on va couper une partie du garage pour mettre la salle de lavage là. Je pense que ça a été notre meilleure idée, là, je pense. Parce que c'est beau, c'est important, surtout une famille, d'avoir une salle de lavage. Il manquait d'espace, il fallait figure out comment créer de l'espace. On est bientôt fini de fermer les murs. Je pense cette semaine, on ferme les murs. Puis pour les réseaux, c'est vraiment, j'essaie de montrer à ma communauté que moi, je viens d'un quartier défavorisé. J'ai grandi à Saint-Léonard, j'étais à Saint-Michel. C'est tous des coins que malheureusement, tu vas pas avoir beaucoup de richesse. Tu vas avoir beaucoup plus de pauvreté. Mais il y en a de la richesse là-bas. Mais la richesse, elle est là-dedans. Puis n'importe qui comprend juste le fait de c'est possible de voir que, OK, il y a quelqu'un qui vient du même coin que moi. Il y a quelqu'un qui est allé à la même école secondaire que moi. Si ce gars-là, il a pu le faire, ben, je pense que moi, je peux le faire. Puis moi, c'est ce que j'essaie de promouvoir, de montrer que peu importe c'est quoi ton background, d'où est-ce que tu viens, ben il y a une possibilité. Je suis peut-être pas encore rendu où est-ce que j'aimerais être, mais j'ai fait un gros avancement dans ma vie. Puis ça, je suis tellement reconnaissant à Dieu de voir que le Jeff d'aujourd'hui et le Jeff d'avant, c'est 2 personnes différentes parce que j'ai décidé de m'entourer des bonnes personnes. J'ai décidé moi, j'ai aimé les gens qui ont partagé leur histoire. Moi, j'ai appris de ces gens-là, des Grant Cardone, des Thatch, mes anciens mentors, des Oten Bucks, tous des gens qui n'avaient rien, qui sont devenus quelqu'un. Puis moi, j'essaie de montrer ça dans ma petite communauté montréalaise, qu'il y a un petit gars qui est Saint-Michel, Saint-Léonard, qui a réussi à sortir de ce rat race-là, de cette mauvaise mentalité-là. Puis ouais, j'essaie juste de promouvoir la positivité, que c'est possible de réussir, que si tu as confiance en toi, puis tu es prêt à passer à l'action, ben il y a des bonnes choses qui peuvent sortir de là. Tu le dis aussi super bien sur tes réseaux. Tu envoies des messages, des rappels à la jeunesse. Ouais. D'ailleurs, c'est pratiquement tes posts les plus engagés parce que ça interpelle le public, tu vois. Et écoute, c'est vraiment super ce que tu fais. Moi, je suis un grand fan. Merci de tes projets, de ce que tu fais paraître sur les réseaux sociaux. C'est super beau pour ta communauté et pour toute la jeunesse en général de Montréal. Merci, bro. Donc, merci beaucoup. On va finir sur cette belle note. N'oubliez pas de commenter, liker, partager si vous avez aimé le contenu. Allez suivre aussi Jeffrey, bien sûr, sur Instagram, sur TikTok. Il a aussi un compte YouTube pour suivre ses projets, pour suivre ses avancées. Pour ma part, on se voit comme d'habitude toutes les semaines et à très bientôt. Merci. Let's go!